Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir, début de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre. Les candidats en lice ont commencé les activités sur le terrain. Ils ont 2 semaines pour convaincre les 7,4 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Hier, la commission électorale indépendante a commencé la distribution des cartes d'électeurs, la CEI, qui donne aussi l'assurance d'une bonne organisation du scrutin. Vieille de 40 ans, les tours A et B dans la cité administrative du plateau rénové. Après plusieurs mois de travaux, les bâtiments inaugurés ce jeudi par le Premier ministre. Il y a plus d'espace, des immeubles aux commodités modernes. Ahmed Bakayoko salue cet investissement du chef de l'État qui offre ainsi un meilleur cadre de travail aux agents. La Banque mondiale apporte son appui dans la politique de modernisation du système éducatif. Il se décline en 3 points. Les inscriptions en ligne, le contrôle électronique des effectifs et la distribution gratuite des manuels scolaires. L'institution financière dégage plus de 10 milliards de francs CFA pour soutenir l'exécution de ce projet de base. Et puis au Mali, 3 jours de deuil national décrétés à compter de ce jeudi 15 octobre. Moins d'une semaine après la libération d'otages maliens et occidentaux, les violences ont repris. Un poste des forces de sécurité dans le centre du pays attaqué fait des victimes civiles et militaires. Le RHDP a présenté ce jeudi son projet de société pour les 10 prochaines années. La décennie 2020-2030, c'était à l'occasion d'une cérémonie. Elle a réuni le directeur national de campagne, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les responsables des instances du parti, les coordonnateurs régionaux et directeurs régionaux de campagne. Viviane Aïmé. Après 20 années de miracles ivoiriens de 1960 à 1980, suivi de 20 années de crise économique de 1980 à 1999 et d'une décennie de régression économique de 2000 à 2010, depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renoué avec son développement économique et n'a plus le droit de revenir en arrière. C'est cet objectif qui sous-tend le nouveau projet de société que le RHDP propose aujourd'hui aux Ivoiriens. Un défi à relever sur les 10 années à venir, 2020-2030. Le directeur national de campagne chargé du projet de société, le ministre d'État Patrick Hachi, a présenté le nouveau projet de société du RHDP ce jeudi 15 octobre aux responsables des instances dirigeantes du parti, aux coordonnateurs régionaux et directeurs régionaux de campagne, en présence du directeur national de campagne, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était à l'occasion d'une réunion à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. En 60, on avait un PIB par habitant où on était avant la Corée du Sud, on était avant la Thaïlande, avant l'Inde, avant la Chine et avant le Maroc. Quand on passe en 2000, regardez où la Côte d'Ivoire descend. La Chine est passée devant nous, le Maroc est passé devant nous, la Thaïlande est passée devant nous, la Malaisie et la Corée y étaient déjà. De 2010 à 2019, on est passé de 1213 à 2286. On a doublé le PIB par habitant en 10 ans. Et incroyable. Si vous regardez à droite, sur là où se trouve la CEDEAO, vous regardez que la Côte d'Ivoire est en première place. Donc, encore une fois, chers Ivoiriens, on ne veut pas retourner en arrière. Quand on a pu faire ça, donc le président Alassane dit attention, attention, on peut être haut rapidement, mais on peut tomber bas très rapidement. Donc les 5 ans à venir, ce que je veux faire, c'est pérenniser les acquis. De façon à ce que le niveau que vous avez atteint, vous ne retourniez plus jamais en arrière. La deuxième chose que je veux dans ce projet de société, c'est que vous accélériez la marche. En chiffres, il dit, on est en 2020. Je veux doubler mon PIB par habitant. Je veux doubler votre richesse en 10 ans. Le taux de pauvreté, il doit partir de 40% à moins de 20%. Le directeur national de campagne a demandé aux coordonnateurs et directeurs régionaux de faire une large diffusion de ce projet de société auprès des différentes équipes de campagne. Le RHDP est fin prêt pour la grande messe. Un autre candidat qui a donné le ton de sa campagne, Kwadio Konon Bertin, a échangé avec ses partisans à sa base au quartier des Deux Plateaux. Flora Balogueil.
Ce jeudi 15 octobre 2020 s'est ouverte la campagne pour la présidentielle ivoirienne. Le candidat Kouadio Konan-Bertin est sur le terrain. KKB compte se faire entendre de tous, expliquer avec précision sa vision. Il opte pour le renouvellement de la classe politique ivoirienne et la mise en vitrine des valeurs démocratiques, des éléments qui ont contribué à asseoir sa décision. Sur 3 Ivoiriens, vous avez 2 qui ont moins de 25 ans. En réalité, il est temps que nous laissons la place aux jeunes, sur tous les plans. Voici le sens de ma candidature. Je le dis, Bédi est mon père, il a 86 ans, il a vécu. Bédi a tout eu. Alassane, pareil, Gbagbo, pareil. Si la Côte d'Ivoire brûle, ce n'est pas à eux qu'on fait du tort. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est à nous là, et à vous autres, et à ceux de nos enfants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'école primaire, c'est à eux qu'on fera du tort. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle. Je ne veux plus de guerre pour ce pays. Il y a des gens qui disent pas d'élection le 31. Je ne suis pas contre ça. Moi, j'aime la démocratie. Et tout est contenu dans la Constitution. Il y en a qui la piétinent. Parce qu'ils sont forts aujourd'hui. Mais on ne peut pas être éternellement fort. S'il n'y a pas élection le 31, là, il va voir quoi? Je veux qu'on me réponde. Est-ce qu'un coup d'État? Je ne suis pas un homme de coup d'État. Une autre rébellion? Je ne m'associerai jamais à une rébellion. Je veux que Ouattara s'en aille. Je veux qu'on s'en débarrasse, mais je propose les urnes. Si tel est que les Ivoiriens disent ne plus vouloir d'Alassane Ouattara, je veux qu'ils me le démontrent dans les urnes. Je veux qu'ils me le démontrent dans les urnes. Et on va me dire non, les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. C'est vrai, je le sais, mais entre deux mots, j'ai choisi le moindre mal. Pour ce premier jour de campagne, le candidat Kouadio Konan-Bertin a réaffirmé sa volonté de se mettre au service des populations ivoiriennes qui attendent le changement. Le quartier général de campagne du candidat KKB accueille depuis ce matin toutes les classes d'âge, hommes, femmes, jeunes et vieux, venus de divers horizons, soutenir celui qui se présente comme le gage de la réalisation de leurs attentes. KKB invite donc ses militants à concrétiser leurs intentions de vote en sortant massivement voter, voter juste et surtout voter le bon candidat. C'est dire en le portant au pouvoir d'État au soir du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. En attendant ce rendez-vous décisif, le candidat Kouadio Konan-Bertin lance officiellement sa campagne demain à Divo. Voilà, la campagne électorale est lancée. Ils sont 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle de 2020. La rédaction s'est penchée ce soir pour vous sur leur portrait. Alexis Ouedraogo. Alassane Ouattara, né en 1942 à Dimbokro. À 20 ans, il décroche son baccalauréat. Grâce à une bourse américaine, il poursuit ses études aux États-Unis où il obtient un doctorat en sciences économiques à l'université de Pennsylvanie. Il entre au Fonds monétaire à Washington en 1968 en tant qu'économiste. 5 ans plus tard, il est recruté à la BCAO dont le siège se trouve alors à Paris, avant d'être transféré à Dakar en 1978. En 1984, il retourne au Fonds monétaire international, dont il devient directeur du département Afrique, une fonction qu'il cumule avec celle de conseiller spécial du directeur général. Octobre 1988, le président Félix Houphouët-Boigny le choisit pour prendre la tête du comité interministériel chargé de l'élaboration et de la mise en application du programme de stabilisation et de relance en Côte d'Ivoire. Le 7 novembre 1990, à 48 ans, il est nommé Premier ministre. Après le décès du père fondateur, il retourne au FMI. Il revient le 30 juillet 1999, après 5 ans passés au FMI en tant que directeur général adjoint. Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Après plusieurs tentatives de candidature à la tête de la Côte d'Ivoire, il accède à la présidence en 2010. Pascal Afine-Guessan, né en 1953 à Bois-d'Icro, dans le centre-est du pays. Il commence ses études primaires à l'EPP Hôpital 1 de Bongouanou. En 1973, il décroche le baccalauréat au lycée technique d'Abidjan. Membre de conseil d'administration, président de mutuelle, membre des bureaux exécutifs et commissions d'associations et de partis politiques, il rejoint le Front populaire ivoirien en 1988 et devient membre de la direction en 1990.
Cette même année, il est élu maire FPI de la commune de Bongouanou pour un mandat de 5 ans. Il sera durant cette période vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessan occupe le poste de directeur de cabinet de Laurent Gbagbo et de secrétaire général adjoint du FPI. Ministre de l'Industrie et du Tourisme de janvier à octobre 2000, il occupe les fonctions de Premier ministre chargé de la planification et du développement de 2000 à 2003. Pascal Afine-Guessan est actuellement le président du Front populaire ivoirien. Henri Konan Bédié naît en 1934 à Daoukro. Président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, il fait ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'Université de Poitiers en France. Ses années d'études sont aussi celles du syndicalisme. En 1958, Henri Konan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Il est ensuite nommé premier ambassadeur de Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Il occupe, plus tard, le poste de ministre des Affaires économiques et financières de 1966 à 1977. Il est élu député et maire de Daoukro. Il est également élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême. Henri Konan Bédié dirige la Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, où il est renversé par un coup d'État. Kwadio Konan Bertin naît à Lakota dans le sud du pays. L'aîné d'une fratrie de 6 enfants devient étudiant à l'université d'Abidjan. Titulaire d'une maîtrise d'allemand option communication d'entreprise, il se considère comme un pur produit de l'enseignement public ivoirien. Il intègre l'organisation de jeunesse du PDCI, fondée en 1991 par le parti de Félix Houphouët-Boigny. Kakabé mènera sa carrière politique au sein du PDCI-RDA. En 2003, il devient à 35 ans le président des jeunes du parti et obtient un siège au bureau politique. En 2011, il fait son entrée à l'Assemblée nationale, élu député de Port-Bouët jusqu'en 2016. Une première fois candidat à l'élection présidentielle de 2015, il arrive en 3e position. Cette année, il figure au rang des 4 candidats en lice pour le scrutin du 31 octobre. Retenez que les prêts à diffuser des candidats à l'élection présidentielle vous seront proposés après cette édition des capsules d'une durée de 5 minutes. C'est le début donc de la campagne présidentielle pour les candidats en lice. Nos équipes ont sillonné les QG des différents compétiteurs dans la course pour le Palais du Plateau. Dans ce reportage de Moussa Konaté, on fait le constat du démarrage effectif de ces 2 semaines de mobilisation. C'est le silence au siège du Front populaire ivoirien au Vallon dans la commune de Cocody ce jeudi 15 octobre. Aucune activité du candidat Pascal Afine-Guessan visible ce premier jour de la campagne présidentielle. Au QG de Konan Kwadio Bertin dit Kakabé, à Cocody Cité Les Perles, une réunion se tient. L'équipe prépare également le voyage pour Lakota, lieu où le candidat donnera le coup d'envoi de sa campagne. À la rue Le Pic, à Cocody Danga, ici, l'heure est à l'achat des gadgets. Des militants s'arrachent des pagnes, t-shirts, chemises, casquettes et bien d'autres objets à l'effigie du candidat Alassane Ouattara. À la maison du parti à Cocody Centre, des anciennes photos du président Henri Konan Bédié jonchent le mur. Pas d'ambiance donc au siège du PDCI. Aucun mouvement des militants n'est constaté à ce moment de la journée. Ouverte ce jeudi 15 octobre, la campagne pour l'élection du président de la République va prendre fin le 29 octobre prochain à minuit. Programme, discours des candidats, promesses électorales, les candidats à la course dévoient, les populations s'expriment sur le scrutin. Franck Kwadio a recueilli quelques réactions. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre. C'est acté, elle était attendue. Un nouveau scrutin présidentiel et qu'à ce sujet, nous voudrons véritablement inviter toute la classe politique, les Ivoiriens en général et ceux qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire en particulier, de véritablement s'intéresser à cette campagne électorale et donc à l'élection présidentielle. C'est la seule voie par laquelle le pays peut s'en sortir. Et donc nous sommes tout heureux d'apprendre que les élections auront finalement lieu le 31 octobre. Campagne électorale et discours programme de candidats au menu des jours à venir. Au-delà du déroulement de l'actualité politique,
Les populations souhaitent pour la plupart des personnes rencontrées un scrutin apaisé. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, à chaque élection, il y a eu toujours des tensions. Mais Dieu nous a gardés, on a pu faire des élections. Je pense que cette année encore, ce sera la même chose. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire d'être serein, de prier. Et puis les élections vont se passer tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Et les candidats, moi, je demande à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller les sons de ces bruits-là, on n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Si chacun doit regarder le passé, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, tout ce qui est passé et allons. Nous sommes dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ne détruisons pas ce que nous avons construit durant des années, avec tous les efforts de chacun et de chacun. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ce que nous devons retenir d'abord. L'apaisement, mais on garde à l'esprit le programme idéal à même de conquérir, selon certains, les suffrages. Bon, honnêtement, en tant que citoyen ivoirien, j'attends des candidats vraiment des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier. Vraiment, c'est ce que moi j'attends particulièrement de celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Les regards sont désormais tournés vers les acteurs politiques. La campagne présidentielle a commencé depuis ce jeudi 15 octobre à 0h. Dans le cadre de cette présidentielle, les actions se multiplient pour un scrutin apaisé. L'Alliance des leaders religieux pour la paix rencontre Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI. Ils appellent les acteurs politiques à la cohésion sociale. Jean-Marc Diadji. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a reçu les membres de l'Alliance des leaders religieux pour la paix. Ils ont ensemble échangé sur les échéances électorales. Vous le savez, le président Affi est un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire et nous sommes venus lui transmettre un message de la part de l'Alliance des religions pour la paix. Et le président Affi a bien reçu le message. Nous avons écouté un homme déterminé à apporter sa contribution pour que la paix soit préservée ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il est surtout ouvert au dialogue inter-ivoirien parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'asseoir autour de la même table, pour parler de notre pays. L'Alliance des leaders religieux pour la paix projette rencontrer tous les autres candidats pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. Au cours d'une déclaration faite cet après-midi au siège du PDCI-RDA, les candidats Pascal Affi-N'Guessan du FPI et Henri Konan-Bédié du PDCI ont annoncé, et je cite, « Le processus électoral en cours ne nous concerne nullement », fin de citation. Ils ont également appelé leurs militants à ne pas prendre part au processus. Les images de cette déclaration ne vous seront pas présentées car notre équipe de reportage a été conduite. À côté de la présidentielle, l'activité gouvernementale continue. Le Premier ministre échange avec le secteur privé. Ahmed Bakayoko et les chefs d'entreprise font le point de l'évolution des travaux du groupe de travail mis en place pour plancher sur la relance des activités. Il y a des convergences de vues sur plusieurs sujets, notamment le paiement des créances intérieures. Lancine Bakayoko. Cette rencontre a regroupé toutes les organisations représentatives du secteur privé et fait suite à la première entre le chef du gouvernement et les hommes d'affaires le 16 septembre passé. Le groupe de travail mis en place par les deux parties a élaboré une matrice de 13 points clés. Pour l'essentiel, ces points sont relatifs aux mesures d'accompagnement liées à la COVID-19, à la situation fiscale et financière des entreprises ou encore à la réalisation de 3 études portant sur des réformes structurantes. Pour nous, secteur privé, ce rythme de rencontre à cette période précise de l'année, cette période précise de la vie politique de notre pays, qui est une période que nous savons très chargée, témoigne largement de la volonté du Premier ministre, de la volonté du gouvernement d'instaurer un partenariat dynamique avec le secteur privé. Au niveau de la dette intérieure, les efforts fournis par l'État ont été reconnus. À titre d'exemple,
Le secteur des BTP, dont les créances s'élèvent à 33 milliards de francs CFA, a vu une bonne partie de sa dette apurée. Même chose pour les établissements d'enseignement privé, auxquels l'État doit 34 milliards. Quant au remboursement des crédits de TVA qui culmine fin août à 39 milliards, le gouvernement maintient le pied sur le frein. Le secteur privé demande qu'un certain nombre de leviers soient actionnés pour accélérer les paiements. Il y a des points où on a une convergence de vues, on a des accords. Il y a des points qu'il faut approfondir et nous reverrons très bientôt pour donner des réponses précises au secteur privé. Et tout cela dans l'esprit de ce partenariat renforcé que nous avons appelé dès notre accession à la fonction de Premier ministre. Plusieurs autres points clés sont encore en discussion. Il s'agit entre autres des points liés au coût astronomique des contrôles d'instruments de mesure découlant de la Convention des délégations de services publics entre l'État et l'entreprise Côte d'Ivoire Métrologie. Il s'agit également du recouvrement par le district d'Abidjan auprès des télécoms et des banques de la taxe dite taxe sur les pylônes de diffusion des signaux de communication, dont les sommes avoisinent pour certaines entreprises le milliard de francs CFA. Dans l'activité du chef du gouvernement, cette action au profit des fonctionnaires, les tours A et B retrouvent une nouvelle jeunesse. Ces jumelles, dans la cité administrative du plateau rénové, il y a de nouvelles ergonomies, plus d'espace, des immeubles aux commodités modernes et une meilleure gestion. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a inauguré ce jeudi les deux buildings. Abdoulaye Koné. Après 25 mois de travaux, les tours A et B de la cité administrative du plateau sont maintenant opérationnelles. Mises en service en 1978, elles affichaient un état de dégradation avancé dû au manque d'entretien. Ces tours ont donc entre 35 et 42 ans d'âge, ce qui constitue un réel défi au plan de leur maintenance et de leur bonne exploitation. Aujourd'hui, de ce que la réhabilitation des tours A et B a permis de disposer de 19 000 m² de bureaux, 4 000 m² de locaux techniques, 6 000 m² d'espace de circulation, permet de loger dans ces deux tours 8 cabinets ministériels et 2 secrétariats d'État à la tour A. Cette réhabilitation a également permis de mettre à la disposition de la Banque africaine de développement, la BAD, la tour B, ce qui a permis d'éviter la délocalisation de centaines de collaborateurs de cette institution vers d'autres pays membres. Les tours A et B sont hautes de 19 niveaux chacune. Leur remise aux normes a mobilisé une enveloppe globale de 77,5 milliards de francs CFA. Les travaux ont permis la création de 550 emplois directs et 1200 emplois indirects. Quelques instants plus tôt, c'est le chef du gouvernement qui avait procédé à la coupure symbolique du ruban. Cet investissement important, c'est la traduction du respect et que le chef de l'État et la considération que le président a pour chacun des travailleurs et chacun de ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je veux vous féliciter pour ce projet ambitieux. Ce projet qui a un impact rapide et un impact concret dans les conditions de travail de nos agents. De faire en sorte que les agents des autres tours puissent bénéficier de la même qualité de prestations que leurs collègues qui sont à la tour A et B. De faire en sorte que nos collaborateurs qui travaillent également à l'intérieur puissent bénéficier de programmes de construction de mini-cités administratives dans nos localités. L'exploitation des tours A et B se fera désormais à l'aide d'outils technologiques de pointe. En marge de cette inauguration, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est aussi rendu sur le chantier de la tour F. La 6e tour de la cité administrative sera la plus haute tour d'Afrique. Elle s'élancera dans le ciel d'Abidjan, culminant à 283 mètres et sortira de terre après 4 ans et demi de travaux. Et on voit d'autres travaux du Premier ministre. Ahmed Bakayoko a préparé aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale une séance plénière tenue ce jeudi via visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus. Le chef du gouvernement a assisté à cette rencontre au même titre que les autres gouverneurs des pays membres. Il a été question de faire l'état de la conjoncture économique mondiale, de sujets liés à l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale, la voie de la reprise et l'évolution du système financier international. Cette année, les assemblées annuelles se déroulent principalement en mode virtuel du 12 au 18 octobre 2020.
Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Algérie, Alphonse Voosaï, a présenté ses lettres de créance au président Abdelmadjid Tebboune au palais présidentiel à Alger. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur Alphonse Voosaï a exprimé sa fierté de représenter la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara dans ce pays. Il invite les investisseurs algériens à venir investir en Côte d'Ivoire, un pays de paix ouvert et aux nombreuses opportunités d'affaires. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sera désormais opérationnelle. Le projet de loi organique le permettant a été adopté mardi dernier à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette loi porte sur la composition, les attributions et le fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Un moment historique salué par le président de la dite institution, Sa Majesté Nana Amontanoé Désiré. Mahama Traoré. L'acte qui consacre le statut d'institution de la République à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient d'être posé. Mardi dernier, l'Assemblée nationale et le Sénat ont de concert adopté à l'unanimité le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. L'institution est désormais habilitée à exercer ses missions, entre autres la médiation pour la prévention et la gestion des conflits, la promotion des us et coutumes, du civisme et des idéaux de paix et de développement. Depuis 2014, la réhabilitation de la chefferie traditionnelle, la restauration de sa dignité est en cours. Grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, initiateur de tout ce processus et grand protecteur de cet organe de cohésion sociale, de médiation, de réconciliation, de règlement de litiges et conflits dans les villages et entre les communautés. Sa prodigieuse vision nous conforte dans notre volonté d'œuvrer à la promotion de l'idéal de la noble mission assignée à la chefferie traditionnelle, qui est de toujours participer à la construction et à la consolidation de la nation. Conformément à ses prérogatives, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a entrepris une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées du 3 au 12 octobre dernier. Le président du directoire de l'institution dresse le bilan de cette mission. Il résulte de la tournée nationale de sensibilisation que le peuple ivoirien tient fermement à la paix, à des élections apaisées avant, pendant, après le 31 octobre 2020 et ne veut en aucun cas revivre la guerre fratricide issue de la crise post-électorale 2010-2011. C'est en 2014 que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a vu le jour. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables et l'École polytechnique et l'École française d'ingénieurs ensemble pour la formation. Une signature de convention de partenariat déroulée hier mercredi. Les jeunes Ivoiriens qui voudront se former sur une spécialité du domaine n'auront plus à se rendre en France. Ils pourront le faire ici, sur place en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. Pas supplémentaire dans la mise en place du hub franco-ivoirien dans l'éducation. 2 ministres pour une convention qui ouvre les portes de la prestigieuse école polytechnique d'ingénieurs français aux jeunes Ivoiriens désireux de se former dans un domaine clé, les énergies renouvelables. C'est vraiment la volonté de l'école polytechnique d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la formation de personnel hautement qualifié dans ces domaines-là. Et aussi, je crois, pour ce projet, il y a une vocation régionale et sous-régionale importante et qu'il faut, à mon sens, saluer également. Pendant ivoirien de ce partenariat, l'Institut polytechnique de Yamoussoukro. Ce master spécialisé ainsi que les autres projets nouveaux seront menés avec efficacité à l'effet de contribuer à renforcer l'image d'un enseignement supérieur performant et crédible. Le choix de ce module au centre de cette signature de convention n'est pas fortuit. Cette formation porte sur les énergies renouvelables. Ce qui est une chose plus qu'intéressante dans la mesure où nous sommes dans un contexte de changement climatique lié au réchauffement climatique et toutes les conséquences que cela sous-tend, notamment sur la santé, les infrastructures et l'agriculture. On aura un mix énergétique qui sera amélioré avec l'introduction d'énergies renouvelables, notamment solaires, éoliennes et autres. Cette convention donne ainsi une chance à tous les jeunes, quelle que soit leur situation sociale, de se former et de bénéficier d'un diplôme de qualité. S'ils devaient aller à Paris, ils auraient dû payer le billet d'avion, payer les frais de scolarité, ça aurait été élevé. Grâce à un soutien de l'État,
la formation ici pour les jeunes diplômés sera d'environ de 300 000 francs CFA. Donc 300 000 francs CFA pour justement avoir la même formation que si vous étiez allé à l'École polytechnique de Paris. Le ministre Abdourahmane Cissé s'est réjoui non seulement de l'impact que ce partenariat aura sur le mix énergétique ivoirien, mais également sur la non-fuite des cerveaux ivoiriens à l'étranger. Dans le domaine des infrastructures, il faut aussi des hommes qualifiés. C'est l'objectif du Master de Management des grands projets à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La première promotion a reçu son diplôme ce mardi à Abidjan. Un partenaire privé professionnel du BTP soutient cette formation. Didier Nguessan. Ils sont issus de la première promotion du Master Management des grands projets de construction de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ces étudiants de la promotion Pierre Fakori reçoivent leur diplôme de fin d'études. Ça a été 12 mois de formation, 6 mois de stage, enfin 6 mois de cours théoriques bien sûr, et après 6 mois de stage. Et j'encourage vraiment tous les professionnels du BTP à vraiment s'intéresser à cette formation-là parce que je pense que ça nous ouvrira certainement des portes. Cette formation est le fruit d'un partenariat public-privé signé en 2017 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de BTP PFO Africa en vue de former des ressources humaines qualifiées pour la réalisation de projets structurants. Le leadership, la capacité de prise de décision et d'initiative, la gestion d'équipe, l'anticipation, la coordination, tout cela s'apprend et c'est ce que nous recherchons. La création de ce master, qui constitue le premier pas de la mise en place d'une chaîne de management de grands projets au sein de l'IPHP, vient renforcer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des acteurs du secteur génie civil. Ce type de partenariat public-privé est encouragé afin d'accroître l'employabilité des jeunes et mettre à la disposition de différents secteurs une main-d'œuvre qualifiée et outillée pour relever le défi et prendre une part active à la réalisation du projet. Le groupe de BTP a pris en charge la formation des auditeurs de la première promotion. Clyde Fakori annonce également la rénovation de la bibliothèque de l'INPHB à hauteur de 30 millions de francs CFA. Dans le domaine de l'éducation, la Banque mondiale accompagne la politique de modernisation du système éducatif. Une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA en faveur du ministère de l'Éducation nationale. Les ministres Kandia Camara et Adama Coulibaly saluent la pertinence de cette action qui participe de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur. Franck Wadio. Démarrage de la distribution gratuite des manuels scolaires des élèves du CP1 et du CP2 et du contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans le privé. Un projet de gouvernement soutenu par la Banque mondiale. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le PAGDS a déjà appuyé l'affectation en ligne des élèves à hauteur de 397 425 180 francs CFA. Le projet accompagne en outre le contrôle en ligne des élèves affectés dans les établissements privés à hauteur de 2 954 millions. L'affectation en ligne des élèves de 6e par les parents et le contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans les établissements secondaires privés ont été regroupés sous le titre « Suivi électronique des élèves ». L'indicateur de résultats associé est le pourcentage d'élèves effectivement affectés dans les écoles privées et faisant l'objet de contrôle de présence électronique au moins tous les 3 mois. Naturellement, l'atteinte de ce résultat dépend d'une part de la réussite de l'affectation en ligne des élèves et d'autre part de la réussite du contrôle biométrique de la présence de ceux affectés dans les établissements privés. La technologie au service du secteur éducation-formation focus sur l'innovation apportée par ce projet avec ce nouvel outil. C'est la perspective d'une meilleure gouvernance des effectifs de l'enseignement privé. L'opérateur explique la méthodologie. Il fallait digitaliser, mettre en place un processus électronique où les étudiants allaient directement badger à l'entrée des établissements et qui allaient transférer les données instantanément au niveau de la direction de l'encadrement des établissements privés via les DREN et le ministère de l'économie et des finances. Cela fait en sorte que, premièrement, le fondateur reçoit sa décision de paiement au cours de l'année, donc possibilité de se faire payer rapidement pendant l'exercice académique. Pour le volet de la distribution gratuite des manuels,
Plus de 3 millions de manuels ont été réceptionnés. Le gouvernement a impliqué dans la stratégie d'opérationnalisation les parents d'élèves. L'idée est de réduire la fracture sociale et cela est apprécié. Les manuels arrivaient vraiment en retard. Les parents se plaignaient et nous on a fait le constat aussi. Voilà pourquoi les rapports sont montés et si Dieu merci. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens par GDS est un mécanisme qui a pour objectif renforcer la gouvernance économique. Il est basé sur le financement par les résultats et accompagne plusieurs départements ministériels et structures étatiques. L'éducation fait partie du programme social du gouvernement. Pour sa mise en œuvre, des actions sont menées, comme vous venez de le voir. Des milliers de familles démunies reçoivent des prises en charge pour les élèves et étudiants. Ils sont au total 5000 bénéficiaires dans la commune de Yopougon. Éric Goré. Ces applaudissements montrent la joie de ces élèves et étudiants de familles modestes qui reçoivent des prises en charge pour leur permettre de poursuivre les études. Cet appui s'inscrit dans le programme social du gouvernement ivoirien qui met au cœur de sa politique les populations vulnérables. C'est Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République, chargé des institutions, qui a remis ces prises en charge à 5000 élèves et étudiants. Dans le cadre de l'action gouvernementale, nous avons décidé de faire mieux que l'année dernière en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Les bénéficiaires heureux disent leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Veuillez trouver en ces quelques mots, monsieur le député maire, notre grand merci, ainsi que celui de nos parents. Nous vous promettons par conséquent de bons résultats scolaires à la fin de l'année. Chaque année, ce sont des milliers d'élèves et étudiants qui reçoivent ces prises en charge. Autre action de soulagement dans le centre du pays. Cette fois, les élèves des sous-préfectures de Bodokro, Marabadiassang, Guessankro et Lolobo sont accompagnés pour cette rentrée scolaire. On va le voir avec Soro Corona. La fondation Koli Adjo fait don de plus de 11 500 kits scolaires et de tables bancs. 200 tables bancs pour les écoliers et élèves des sous-préfectures de Marabadiassa, Nguessankro, Bodokro et Lolobo dans la région de Gbeke. Pour un coût global de 27 millions de francs CFA, ce don de la fondation Koli Adjo vient pour soulager les parents d'élèves, le personnel enseignant et les apprenants en cette rentrée scolaire. Inviter nos enseignants et même nos enfants à bien vouloir nous aider à poursuivre ces actions éducatives en participant activement à la réception et à l'entretien pour faire un bon usage de ces kits scolaires. Recevant ce don, les acteurs locaux du système éducation-formation ont salué ce geste qui vient à point nommé. Les camions chargés de mobilier et d'ouvrages scolaires offerts à vos élèves de Bodokro. Nous, gestionnaires des structures éducatives de Bodokro, vous disons mot-cloire. Parrain de cette cérémonie de remise des kits scolaires, Jacques Assaouri, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'est félicité de ce geste qui met fin à la souffrance des parents. Beaucoup de mes camarades d'époque avaient dû abandonner l'école en cours de route parce que le papa n'était pas en mesure d'acheter les fournitures. Et aujourd'hui, quand on me sollicite pour de telles entreprises, je ne peux que m'empresser. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, représentant Adaman Bictogo, a engagé les bénéficiaires à faire honneur à la fondation Koli Adjo à travers des meilleurs résultats scolaires. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait en sorte de soulager les parents parce qu'il dit que plus jamais un enfant ne doit arrêter les bancs parce qu'il manque des bancs, parce qu'il manque des manuels scolaires. Le secteur pédagogique de Bodokro compte 65 écoles primaires, un lycée moderne pour plus de 11 000 apprenants. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. On n'oublie pas, la pandémie n'est pas encore terminée. Voici les chiffres du ministère de la Santé. Ce jeudi, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 1178 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 26 guéris
et 0 décès. À la date du 15 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 257 cas confirmés, dont 19 898 personnes guéries, 121 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 176 844. Le coronavirus en France. Après l'annonce du président Emmanuel Macron, le Premier ministre dévoile les modalités du couvre-feu. Les commerces, services et lieux recevant du public seront fermés dans les départements et métropoles. Il va être mis en place à partir de vendredi minuit un couvre-feu sanitaire couvrant de 21h à 6h. Jean Castex indique qu'à 21h, chacun devrait être chez soi. À Paris et sa grande couronne, ainsi que dans les 8 métropoles, en niveau d'alerte maximale comme Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier et Saint-Étienne. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement continue de fournir de l'eau potable aux populations. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé à l'inauguration du château d'eau de la ville de Bouna. Les habitants de cette localité et les villages environnants ne connaîtront plus les pénuries d'eau. Herman Yamien. Un geste simple du ministre de l'Hydraulique et voilà les populations de Bouna libérées des pénuries d'eau récurrentes. Désormais, l'eau, source de vie, sera en permanence disponible dans les robinets pour améliorer les conditions de vie des populations. Un soulagement qu'elles ont exprimé de vive voix. Avec l'ouverture officielle de ce château, c'est des problèmes qui sont derrière nous. C'est des populations heureuses qui ont la vie parce qu'elles ont de l'eau potable, parce qu'elles ont de l'eau pour leurs besoins au quotidien et parce qu'il y a aussi la possibilité de la libération de la jeune fille qui peut aisément aller à l'école et se décharger donc des charges ménagères. La production journalière en eau potable de Bouna était de 700 m3 jour pour un besoin de 1500 m3 jour en 2020, soit un déficit de 53%, obligeant ainsi les populations à se tourner vers les puits et marigots, source de maladies hydriques. Je pense que nous pouvons dire merci parce qu'ici nous connaissons la valeur de l'eau. Les populations ont longtemps souffert du manque d'eau, que ce soit ici, que ce soit à Doropo. On est tellement content que le roi Nérégbili-Ma en personne s'est déplacé pour venir sur le lieu de la cérémonie pour témoigner que les populations du Boukani sont contents. D'un coût global de plus de 10 milliards 500 millions de francs CFA, financé à 70% par la Banque islamique de développement et 30% par l'État de Côte d'Ivoire, la construction de ce château d'eau a duré 2 ans. Aujourd'hui, nous sécurisons définitivement la ville de Bouna et ses environs. Et avec ce château d'eau que nous venons d'inaugurer, qui fait 1000 mètres cubes, le château d'eau existant que nous avons réhabilité, qui fait 200 mètres cubes, nous avons de la ressource pour donner de l'eau potable aux populations jusqu'en 2030. Nous prenons aussi, en deuxième phase, la responsabilité de prendre en compte les extensions de la ville, parce que vous savez, la ville a connu de nouveaux quartiers et nous allons faire en sorte que le réseau puisse tenir compte de ces nouveaux quartiers. Pour permettre aux populations, pour la plupart démunies, de disposer d'un compteur à domicile, l'État va subventionner les abonnements. Au lieu de 160 000 francs CFA, elles ne paieront que 10 000 francs CFA. Il faut souligner que c'est à partir de l'eau de surface du fleuve Volta Noir à Vonkoro, situé à 45 km de Bouna, que le château d'eau de Bouna est alimenté. L'eau comme l'électricité qui se rapproche des populations en milieu rural. À Sidé-Matiali, dans le nord du pays, 4 villages ont la lumière. Le ministre Issa Koulibaly a mis sous tension ces localités de la sous-préfecture de Kabolo, à Mississoko. L'heure est à la fête dans les localités de Nanagoun, Yetidenka, Beka et Namion, sous-préfecture de Kabolodougou dans le département de Sidé-Matiali. Ces 4 villages viennent d'être connectés au réseau électrique national. C'est le ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly, qui effectue la mise sous tension pour sortir ces localités de l'obscurité. Un jour mémorable pour les habitants. C'est une bonne chose pour les villages. Ça permet aux villages de se développer. On a dit qu'il y a l'eau glacée, on peut les maquiller, permettre aux élèves de pouvoir travailler, même les enseignants de pouvoir mieux faire les fiches, mieux faire les préparations, mieux encadrer les enfants. Ça sera comme en ville maintenant. Les moulins aussi vont fonctionner normalement comme il se doit. Les femmes aussi pourront utiliser des mixeurs. Un autre acte de développement célébré encore à Namio, l'inauguration de la toute première école primaire de ce village. 2 bâtiments de 6 classes
plus 2 bureaux entièrement équipés et un logement pour maître. Coût de réalisation, plus de 60 millions de francs CFA, dont un cadre de Namion, Benoît Adamayo, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Un village qui a plus de 500 âmes, donc absolument il faut de la lumière, il faut effectivement des écoles. Donc on s'est attelé en tout cas à mettre cette école-là à la disposition des populations. C'est vrai, quand vous regardez ici, il y a peut-être 5 ou 10 km en tout cas entre les villages. Donc c'est vraiment une particularité et chaque village a effectivement une école primaire. La double cérémonie de la mise sous tension de ces 4 villages et l'inauguration de la nouvelle école primaire de Namion. Pour le ministre Issa Coulibaly, ces actions entrent dans la droite ligne du programme social du gouvernement. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base que sont le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport à un coût abordable. Le ministre Issa Coulibaly a annoncé plusieurs autres projets dans la sous-préfecture de Kabolodougou, entre autres adduction en eau potable, construction des centres de santé et de collèges de proximité. En sport, bientôt 10 infrastructures sportives à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le ministre Don Paulin signe une convention avec la France. Le projet Agora qu'on voit avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, la réalisation des 90 infrastructures sportives dénommées Agora continue de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Après la phase pilote de Koumassi, inaugurée le 21 décembre, en présence du président français Emmanuel Macron et les autorités ivoiriennes, place désormais à 10 autres complexes sportifs Agora qui doivent voir le jour. Pour impulser la dynamique, une signature de convention a eu lieu entre le ministère des Sports et le conseiller de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la chance d'assister à la cérémonie de signature des 10 prochaines Agoras qui vont être construites sur tout le territoire ivoirien. Donc 5 à Abidjan, 5 dans les provinces, sur le modèle de l'Agora de Koumassi. Et nous sommes heureux que les jeunes de Côte d'Ivoire pourront bénéficier dans les prochains mois de 10 Agora. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire un grand merci à la France. Et nous disons merci à la vision du président Alassane Ouattara qui veut faire du sport un des socles de la Côte d'Ivoire en marche vers la cohésion sociale, en marche vers l'émergence. L'entreprise en charge de l'exécution des travaux apprécie ce mariage de raisons qui vise à accroître les infrastructures sportives de proximité au plan national. C'est un projet qui est intégré dans un quartier avec des implications sociales, également qui font référence à la ville durable avec des matériaux qui sont recyclés et puis également des activités génératrices de revenus. La construction des complexes Agora s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement du sport pour tous. Dans le reste de l'actualité au Mali, 3 jours de deuil national décrétés à compter de ce jeudi 15 octobre. Une décision qui fait suite à l'attaque d'un poste des forces de sécurité dans le centre du pays ayant entraîné des victimes civiles et militaires. Les attaques terroristes se poursuivent alors qu'après la libération de prisonniers djihadistes, plus de 200 combattants, alors qu'on s'attendait à une accalmie moins d'une semaine après la libération d'otages maliens et occidentaux. Les violences ont repris, les attaques djihadistes et les opérations militaires antiterroristes continuent comme si rien ne s'était passé. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognier. En demain 20h, Marie-Laure Ngouran, le sage, nous enseigne ce soir que souhaiter le mal à qui tu es, il retombe toujours sur qui tu aimes.